Destin, une émission proposée par Monique Ayoun. Bonjour à tous, Monique Ayoun au micro. Mon invité aujourd'hui, c'est Tristan Petit-Girard, auteur et metteur en scène. J'ai eu un grand coup de cœur il y a quelques années pour sa célèbre pièce Rupture à domicile et également très récemment pour Plan sur la comète, sa dernière pièce que j'ai eu le plaisir de voir cet été à Avignon. Alors vous connaissez certainement le nom de Tristan Petit-Girard. Il a remporté cette année le Molière de la mise en scène pour La Machine de Turing, dont on va parler un peu. Alors Tristan Petit-Girard, pour vous le présenter, c'est encore un jeune auteur. Je dis jeune parce qu'il a 43 ans, mais il a beaucoup déjà à son actif. Et surtout, il a un don très singulier, très rare, celui d'écrire des comédies intelligentes. Je veux dire des comédies qui, tout en étant pétillantes, rythmées, marrantes, pleines d'humour et de rebondissements, nous font également réfléchir sur les rapports humains et sur le sens de la vie. Bonjour Tristan Petit-Girard. Bonjour. Alors vous êtes né dans une famille de musiciens. Quel est votre parcours, disons, après le bac ? Après le bac, j'ai commencé à faire un peu de droit et en même temps du théâtre. J'ai eu la chance de grandir dans un univers extrêmement riche artistiquement. Mon chemin, ça n'a pas été la musique, mais j'ai aimé les mots très très tôt. J'avais une grand-mère paternelle qui était antiquaire et qui s'était échappée de Pologne et qui était une grand-mère antiquaire et qui adorait la lecture et qui me faisait lire, et elle m'a gardé beaucoup. Et pour vous donner une idée, quand j'avais 8 ans, 7 ans, et ben le vendredi soir, je regardais Apostrophe. Et donc ce qui est pas commun pour un petit garçon de 8 ans. Il y avait Pivot, absolument, bien sûr. Et donc ça m'a donné j'ai eu l'amour des mots, c'est l'amour des mots qui m'a amené au théâtre, vraiment. Et vous avez commencé à lire jeune, alors ? J'ai commencé à lire très très jeune, que ce soit Dumas, Jules Verne, très très jeune. Et à quel âge vous avez commencé à écrire, alors ? J'ai commencé à écrire des poèmes pour des filles, déjà, quand j'étais adolescent. Et puis, assez vite... amoureux. Oui, des poèmes amoureux. J'ai écrit des nouvelles. Et c'est comme ça que j'ai convaincu mon père d'arrêter mes études de droit. Parce que, j'ai un père artiste, c'était peut-être plus facile que pour... Musicien, ouais. Chef d'orchestre, compositeur. Ah, très bien. Il s'appelle Laurent Petit-Girard. Les auditeurs le connaissent peut-être. Ah, peut-être, oui. Et donc, c'était un peu plus facile de le convaincre, mais il m'a laissé choisir parce qu'il a vu que j'avais 2 cordes à mon arc. Je faisais des études d'acteur. Il m'a dit, tu écris aussi, tu n'auras jamais une seule corde à ton arc, vas-y mon fils. Non, mais c'est formidable. Il ne vous a pas obligé à suivre il m'a pas obligé, des études de droit sérieuses. Donc, à l'âge de 20 ans, vous étiez dans un cours de théâtre. Oui, même à 18 ans. Vous vouliez être comédien ? Je voulais être comédien. Je continue à l'être, moins parce que j'ai une grosse activité de metteur en scène et d'auteur. Mais je continue à jouer la comédie. Rupture à domicile, je l'ai joué. J'ai remplacé des acteurs. C'est encore un grand plaisir de le faire. Et c'est très important pour un auteur de théâtre d'être aussi acteur et d'avoir un chemin d'acteur, parce qu'un acteur respire d'une manière particulière, on comprend quels sont ses besoins, et je recommande à toute personne qui voudrait écrire du théâtre de passer par la comédie. Ah, je n'aurais jamais pensé à ça. C'est la première chose que vous demande. J'ai eu la chance de rencontrer Ron Bass, qui est un immense scénariste et producteur américain, qui est scénariste de Spielberg pour Always, pour Le mariage de mon meilleur ami. Et la première question qu'il pose à un scénariste, c'est dit, est-ce que vous avez été acteur ? Et s'il n'a pas été, il l'envoie dans un cours de comédie. C'est incroyable. Mais ça aide pour comprendre le jeu de l'acteur. Pour comprendre la respiration, comment respire un acteur, quels sont ses besoins, quelle porte d'entrée. Le fait d'être comédien vous aide à écrire, en fait ? Absolument. Ah, c'est incroyable. Absolument. Et oui. Ah ouais. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous entendez à haute voix vos mots. Vous écrivez à haute voix. Oui, et puis au-delà de ça, par exemple, je me suis fait une règle, c'est de jamais écrire de petits rôles. Parce que ça m'est arrivé de jouer dans des pièces des tout petits rôles. Pour être égalitaire. Pas que pour être égalitaire, parce que pour donner à manger aux acteurs et qu'ils soient tous heureux. Et du coup, je travaille les portes d'entrée des personnages en partant de l'intime, en partant de l'acteur. Et c'est ce qui, je pense, peut faire le succès des choses que j'écris. J'apprends beaucoup de choses, alors. Alors,
D'habitude, dans cette émission, j'invite beaucoup d'écrivains, et c'est vrai, peu de comédiens, et ni d'auteurs, ni de metteurs en scène, donc c'est normal. J'apprends beaucoup de choses en vous parlant, et c'est formidable. Alors, votre pièce Rupture à domicile a remporté un grand succès. Elle a été nommée aux Molières de l'auteur, justement, en 2015. Alors, l'idée de cette pièce est très originale. Une rupture amoureuse, ce n'est jamais facile. Votre héros n'a pas le courage de rompre, alors il se dit, pourquoi ne pas payer quelqu'un pour le faire à ma place? Alors, Tristan Petit-Gérard, avant tout, comment vous est venue cette idée originale? Et cette idée m'est venue à la base en lisant Courrier International, pour ne pas le nommer, qui rassemble du coup les meilleurs articles dans le monde. Et il y avait une rubrique faits divers, il y avait un service qui existait de rupture par téléphone aux États-Unis. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est drôle, mais ce serait plus drôle si quelqu'un vient le faire en personne. Et après, j'ai imaginé une histoire autour de ça. Et ça existe véritablement, hein. Il y a plein de services qui se sont développés depuis. Il y a eu des films sur cette thématique qui ont été faits aussi. J'ai cherché sur Internet moi-même, ça paraît totalement loufoque, mais effectivement, ça existe. On peut trouver sur Internet des sites de rupture qui vous présentent différentes formules. Comptez 8 € pour un mail, 16 € pour un coup de fil, jusqu'à 67 € pour un messager qui va rompre à votre place avec bouquet de fleurs et chocolat. Voilà. C'est bien ça. C'est exactement ça. Et donc moi, le tout, ça c'est un concept, ce qu'on va appeler en écriture. C'est tout d'un coup, on a la bonne idée, on a une accroche. Mais après, comment faire que ça dure et que ce ne soit pas qu'une affaire, une bonne idée comme ça. Et du coup, moi, je me suis un peu creusé la tête et je me suis imaginé, ce serait drôle si tout d'un coup la personne avec laquelle il doit rompre, pour laquelle il est engagé, ce soit quelqu'un qu'il connaît, et en l'occurrence l'amour de sa vie, qu'il a quitté il y a 7 ans sans rien lui dire. Et donc ce personnage, Eric Vance, se retrouve à partir en mission, devant assurer une rupture pour quelqu'un qu'il ne connaît pas. La porte s'ouvre et il se retrouve face à Gaël, qui a été l'amour de sa vie. Et évidemment, il ne lui dit pas pourquoi il vient. La belle attend son fiancé, et le fiancé va changer d'avis, ne va plus vouloir rompre et va revenir précipitamment. Et là, il y a un jeu de poker menteur entre les trois qui va se... Voilà, donc ça, c'est comment... c'est tout mon travail d'auteur dramatique. Alors, qu'est-ce qui vous vient en premier? C'est l'idée, ou alors les dialogues, ou alors l'idée. C'est l'idée en premier. Moi, je recule... toujours les dialogues au dernier moment. C'est ma formation de scénariste aussi qui fait ça. Quand on écrit un scénario, on écrit un traitement, un synopsis, ensuite un séquencier, c'est-à-dire séquence par séquence du film. Mais les dialogues, c'est une grande facilité. Tout le monde peut écrire des dialogues, enfin presque. On a envie d'aller au dialogue tout de suite. Et je crois si on cède à cela, on empêche de chercher plus profondément les personnages et de travailler la structure dramatique. En tant que metteur en scène, je lis beaucoup de pièces. Ouais. Très souvent, il y a une bonne idée. Très souvent, les dialogues sont corrects, on va dire. Mais ce qui manque le plus, c'est la structure dramatique et la dramaturgie. Ça s'épuise quasiment tout le temps au bout de 25 pages et ça n'arrive pas à finir. Ce que vous appelez la structure dramatique, c'est les rebondissements. Oui, c'est les rebondissements. C'est comment. C'est-à-dire que pour moi, il y a des contre-exemples parfaits. Il n'y a pas de loi. Pour moi, il est extrêmement difficile de commencer une pièce sans savoir comment elle va finir. Moi, je ne commence jamais une pièce sans savoir comment elle va finir. Il peut m'arriver d'avoir imaginé une fin et qu'elle change au cours du travail de l'écriture. Mais l'important, c'est d'avoir un but, de savoir où on est allé. Il y avait un grand chef d'orchestre qui s'appelait Celibidache et qui disait cette phrase magnifique qui dit « La fin est dans le commencement ». Et effectivement, si vous ne savez pas vers où vous voulez faire tendre vos personnages, on essaie de semer, si on est un bon auteur dramatique, de semer tout au long de la pièce, d'égrainer quel va être le chemin de ces personnages. Et donc, les dialogues, c'est ensuite. Les dialogues, c'est à la fin. Ça vient à la fin. Après, ça m'arrive de trouver des dialogues que je mets de côté dans ma boîte à dialogues. On va dire, j'ai trouvé ce dialogue, je le mettrai plus tard. Et donc, la mise en scène, c'est encore après. La mise en scène, c'est encore après. C'est encore après les d'accord. Et après, moi, c'est assez drôle parce que je mets en scène mes propres textes et des textes qui ne sont pas du tout de moi. Et donc, je dois faire le démiurge et vraiment, tout d'un coup, quand je mets en scène mon texte, être comme si j'étais un metteur en scène extérieur. Ça m'est arrivé dans ma dernière pièce, c'était assez jubilatoire. J'étais persuadé d'avoir écrit une pièce qui aussi traite de la différence d'âge dans les couples, et je me suis aperçu que la thématique la plus forte était une thématique très personnelle, qui était une relation parent-enfant. Et en fait, j'ai mis en scène ce que vous voulez parler des plans sur la comète. Des plans sur la comète. Oui, il y avait beaucoup, on en parlera tout à l'heure, mais il y avait beaucoup de thèmes entrelacés.
à la fois les rapports père-fille et en même temps la différence d'âge. Voilà. Donc, comment ça s'est... En fait, vous vous êtes rendu compte... Je me suis rendu compte en le répétant. Voilà, c'est le bonheur d'un auteur aussi, c'est que on peut essayer de construire, de faire tout ce qu'on veut. Un auteur, il y a des choses qui lui échappent, et c'est beau d'avoir ce qui nous échappe. Et ça vous a renvoyé à quelque chose de personnel. De personnel, ouais. Sauf que ça serait plutôt père-fils pour vous. Oui, mais ça revient. Moi, c'était plus une relation avec ma mère d'ailleurs. Ah, d'accord. Et donc du coup, c'est assez, c'est assez troublant. Oui, on va en parler tout à l'heure. J'ai été fascinée par ça. Alors, on continue un petit peu avec rupture. J'arrête de vous couper. Rupture à domicile. Alors, cette pièce était amenée par un trio d'acteurs très convaincants: Benoît Solès, Anne Planté et Jean-Baptiste Martin. Et la création avait été assurée par avec Olivier Citruc et Hélène Cesaret. Ah, et Hélène Cesaret. Quand on a une pièce qui marche bien, on a la chance que ça dure longtemps et parfois d'avoir plusieurs distributions. Et comment s'est fait le choix des acteurs au début alors ? Olivier, je connaissais son travail depuis longtemps, j'avais envie de travailler avec lui. Hélène, je l'ai auditionné. Benoît, on se connaissait depuis longtemps. Et oui. Ouais, en fait, c'était des gens avec qui vous aviez... j'avais envie de travailler. Vous aviez envie de travailler depuis longtemps. Oui, c'est aussi des liens d'amitié, quoi. Oui. Alors, il faut préciser que cette pièce a un destin très particulier. Cette comédie est née au milieu d'une tragédie nationale, l'attentat de Charlie Hebdo, en face de la comédie Bastille, où elle se jouait à ses débuts, donc en janvier 2015. Est-ce que c'était pas un peu difficile au début d'imposer une comédie romantique dans un contexte pareil ? C'est la pire chose qui pouvait arriver, et en même temps, je vais utiliser un mot, et la meilleure. La meilleure, c'est horrible, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est pour ça que je mets des grandes guillemets. La pire chose, parce que c'est un attentat terrifiant et qu'on n'a absolument pas de vivre ça. La meilleure, d'une autre façon, c'est que ça nous a soudés d'une manière incroyable. C'est que ça a créé des liens. Je veux dire, quand on a vécu, nous, ce qu'on a vécu, c'est qu'il faut vous rendre compte qu'on répétait juste en face. Alors moi, je fais une petite parenthèse. Moi, j'étais venue voir ce spectacle au début, j'étais là, et je me souviens que pour accéder au théâtre, on devait traverser les cordons de CRS, les mausolées de fleurs, de photos. C'était un mausolée. On est passé par plein d'étapes. On s'est dit, on peut pas continuer la pièce. Et au à un moment final, donné, vous avez envisagé de bien d'arrêter, sûr. Et puis, mais ça s'est très vite fait, l'idée de. Et on s'est dit, non, cette barbarie, ces terroristes ont voulu tuer Charlie Hebdo, l'humour, la dérision. Si nous qui faisons une comédie juste à côté, on ne fait pas ça, on ne la joue pas, on arrête, eux aussi ont gagné, donc on a choisi. Il y a une scène. Et justement, c'est une sorte de défi, une manière de dire qu'il fallait résister, qu'il fallait continuer à rire, à provoquer. On a mis un exemplaire de Charlie Hebdo dans le décor, qui a toujours été là dans le décor, et ça nous a soudés parce que on a recueilli les gens qui étaient au journal. On s'est retrouvés à devoir prendre soin d'eux. Enfin, c'était complètement incroyable. Donc quand je dis la meilleure, c'est par rapport à, non pas que je souhaite de revivre ça à jamais, mais c'est parce que ça a créé des liens d'amitié d'une profondeur, comme quand on traverse des épreuves comme ça, qui était incroyable. Et je peux vous dire que notamment ceux qui étaient à la création, Olivier Citruc, il se souvient très bien à chaque moment des bruits de balles pendant la répétition, à quel moment on a entendu les bruits de balles, et à chaque fois qu'il jouait la pièce, il se souvenait. Ah non, ça, j'avais pas compris ça. On était en train de répéter. Vous étiez en train, mon Dieu. Ah oui, on était en train de répéter. Ah mon Dieu, je n'ai pas compris ça. On était en train de répéter, tout a été arrêté. C'est pour ça que j'en ai les larmes aux yeux. La comédie Bastille est devenue à ce moment-là un refuge. C'est la première fois que j'en parlais. Hein. J'avais toujours refusé d'en parler, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui. Et la comédie Bastille est devenue un refuge. Ils sont venus se réfugier. Ils sont venus se réfugier. Et tout. Donc ouais, ça a été. Oh là là, je pensais que c'était après. Oui, c'est pour ça que nous on a été à devoir les accueillir et voilà. Mais ça a été vraiment, quand je disais que c'était un dessin particulier, je croyais pas si bien dire. C'est un dessin très particulier parce que vous faites une comédie et c'est vrai que quand les spectateurs venaient, ils étaient très marqués dans les premiers mois parce qu'il y avait tous ces hommages partout, ces très belles œuvres artistiques, ces fleurs. Et Olivier commençait par un monologue en plus qui avait
des portes d'entrée qui pouvaient faire penser à Charlie. Donc les gens mettaient un petit moment à rire. Je l'ai noté ce après... qu'il disait. Il disait, nous sommes au théâtre, non, l'un des derniers espaces de liberté où l'interdit n'a pas lieu d'être. Dehors, tout est réglementé, défendu, quadrillé. Il faut être politiquement correct. Correct. Vous en connaissez la définition exacte? Qui est conforme aux règles, à la normale? Franchement, est-ce que vous avez envie d'être normal? N'avez-vous jamais ressenti ce sentiment d'être différent et de tous les gens qui vous entourent? Voilà. Vous voyez l'impact par rapport à Charlie Hebdo? Vous imaginez que la pièce commençait comme ça, et on s'est dit, bah non, il faut continuer, et pour la liberté de rire, de critiquer, d'ironie, et les gens justement communiaient, les gens communiaient, et je vous dis, c'est pour ça que ça a été nécessaire de continuer à jouer la pièce, qu'elle joue très longtemps, et voilà. Alors, le bouche à oreille a formidablement bien fonctionné, et il y a eu pas mal de tournées en France, ça je le sais. Y en a-t-il eu également à l'étranger? Oui, enfin il y a eu surtout des versions en langue étrangère. C'est-à-dire que la pièce a été jouée en Allemagne dans 3 ou 4 productions. Elle a été jouée au Venezuela, elle va être jouée au Canada, elle a été jouée en Bulgarie. Ça fait quoi comme effet dans une autre langue? Ah bah ça fait un premier effet qui est absolument allemand. Je parle allemand, donc j'ai pu comprendre. Bulgare, je comprends pas, mais vu que je connais parfaitement ma pièce, une phrase sur deux, j'arrive à comprendre ce qui se disait. Et c'est assez jubilatoire de voir que quelles que soient les langues, les gens rient au même moment. Et c'est assez... c'est incroyable. Après, il y a certaines différences culturelles de temps en temps, mais les gens rient globalement toujours au même moment. Et puis, en tant qu'homme de théâtre, quand on cravache, parce qu'arriver à monter une pièce, c'est toujours une entreprise, faut convaincre des gens, des théâtres, des producteurs, des acteurs. Et quand ça se fait à l'étranger, on n'a rien eu à faire pour ça. Il y a le succès français qu'on a créé, et donc les gens veulent faire à l'étranger. Mais du coup, votre travail continue de prospérer sans que vous ayez eu à tout cravacher en France. Et là, vous choisissez pas les comédiens, bien sûr. Là, c'est fini, là. Non. Alors, est-ce que vous vous attendiez à être nommé au Molière de l'auteur comme auteur? Pas du tout, parce qu'on était dans un théâtre qui est un joli théâtre, mais qui est un petit théâtre par rapport à d'autres mastodons. Et surtout, j'étais nommé avec des gens incroyables. Il y avait Michel Houellebecq, Yasmina Reza, Pascal Rambert, Eric Assous, voilà. Et oui, non, mais c'était déjà. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, c'était impressionnant, oui. Oui, c'est très impressionnant, et puis la meilleure chose, c'est que ça fait de la bonne publicité pour la pièce et que ça lui permet de jouer plus longtemps. Ah oui, c'est formidable. Voilà. Alors j'ai lu que vous étiez d'abord reconnu en tant qu'auteur par la Fondation Bagène en 2013. Oui, j'ai eu le prix Nouvel Auteur en 2013. C'est quoi la Fondation Bagène? La Fondation Bagène, Jean-Manuel Bagène, c'est le directeur et propriétaire du Théâtre des Variétés, qui a fait un concours pour les jeunes auteurs. Qu'il essaie de. Donc vous avez envoyé un texte. Voilà, vous aviez quel âge? C'était le début. Non, je l'ai dû en l'envoyer en 2012, je l'ai eu en 2013 ou 2000. Et c'était quel texte? Et c'était Rupture à domicile. Ah, c'était déjà. Et je l'ai eu pour Rupture à domicile. Et en fait. Donc qui a été publié alors. Qui a été publié. Et donc on a il y avait 80 textes, et au final, il y a un lauréat, et je l'ai été avec cette pièce, et ça m'a permis, d'avoir un producteur, d'avoir des... Formidable. Et publié par quel éditeur? La pièce, c'est Gilles Costaz qui a fait la préface, et c'est Tertium Édition. D'accord. Alors, Tristan Petit-Gérard, on va parler maintenant de la seconde pièce que j'ai vue de vous et que j'ai adorée, Des plans sur la comète, que vous avez écrite et également mise en scène. Là encore, il s'agit d'une comédie pétillante avec un vrai sujet de société, la différence d'âge dans le couple. Alors, c'est l'histoire de 3 femmes, 3 amies. L'une d'elles, elle s'appelle Garance, est l'amante du père de sa meilleure amie et va tout faire pour le cacher. Quand on tombe amoureux de quelqu'un qui a 25 ans de plus, ce n'est jamais facile à annoncer. Mais si en plus, c'est le père de votre meilleure amie, là, ça devient très, très compliqué. Les dialogues sont drôles et fins. Les 3 comédiennes sont très différentes et toutes 3 excellentes dans leurs registres respectifs. C'est Anne Planté, Hélène Deguy et Noémie Delattre. Et Jérôme Angers pour... Ah oui, il y a les hommes, il y a deux hommes. Il y a quand même le père et l'amant. Oui, mais on ne voit pas l'amant. L'amant, j'ai eu l'impression de le voir, j'ai halluciné. C'est magnifique, on vous fait le plus beau compliment qu'on puisse faire. C'est-à-dire on ne voit pas l'amant de Noémie Delattre. La force de suggestion est tellement intense que vous avez imaginé un 5e acteur.
C'est extraordinaire, ça. Alors, Tristan Petit-Gérard, vous entrelacez dans cette pièce plusieurs thèmes, avec beaucoup d'habileté. D'abord, la différence d'âge dans les couples. Ensuite, les rapports père-fille. Ici, en l'occurrence, la fille est fâchée avec son père depuis des années. Leurs relations conflictuelles sont très bien vues, très bien analysées. Et enfin, vous parvenez à donner une dimension cosmique à cette comédie de mœurs en attribuant à votre héroïne principale, Estelle, un métier très intéressant, celui de cosmologue. Et c'est l'occasion pour vous de glisser, à dose homéopathique bien sûr, quelques réflexions sur le cosmos et le sens de notre vie, qui personnellement m'ont enchanté, ce qui est la cerise sur le gâteau dans une comédie qui reste tout à fait pétillante et légère par ailleurs. Alors ma première question, Tristan, comment faites-vous pour doser tous les ingrédients, humour, sujet de société, réflexion métaphysique? Comment vous faites? Alors, on n'essaie pas de faire un shaker. Si on parle purement de technique d'écriture, c'est la technique de la symbolique, c'est-à-dire pourquoi tout d'un coup vous avez envie de choisir une toile de fond, un univers qui est l'univers. Et ben moi, j'ai aimé travailler sur cette symbolique de la petitesse de nos problèmes par rapport à l'immensité du cosmos. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait en sorte que le père et la fille aient le même métier. Il est astrophysicien et cosmologue, c'est extrêmement proche. Et après, l'idée pour les plans sur la comète, vous est venue comment? L'idée m'est venue dans un dîner. Parce que j'étais avec différents amis, et un ami qui tout d'un coup est un peu plus âgé que nous, vient avec une jeune femme et il se fait charrier. Tu cherches, t'avais besoin d'une jeunette, tu cherches la jeunesse. Et on me donnait, ça m'a agacé. Je fais elle aussi. Il me fait mais comment ça, 30 ans de différence avec lui? Non, dans une société où on vous oblige toujours une femme à être jeune, à paraître jeune, à être la plus jeune, quel meilleur choix qu'être avec un homme plus âgé pour tout le temps être l'image de la jeunesse, quel que soit votre âge. Et du coup je me suis dit il y a un axe, il y a quelque chose, c'est intéressant. Il y a une idée qui n'a pas été traitée. Oui. Et puis après du coup on cherche une situation dramatique forte comme pour Rupture à domicile. Et moi quand j'écris du théâtre, je veux toujours que ce soit une situation dramatique très forte. Et là je me suis dit voilà, cette idée m'est venue. Tout d'un coup, une femme, des amis, et l'une d'elles tombe amoureuse du père de sa meilleure amie, alors qu'ils sont fâchés. Dans l'histoire, elle veut essayer de réconcilier le père et sa meilleure amie, et elle tombe amoureuse du père, et elle se retrouve dans cette situation. Et donc, il y a plusieurs thèmes. C'est est-ce qu'on peut sacrifier une histoire d'amitié pour une histoire d'amour? Oui. C'est une vraie question. Oui. On dit toujours l'amitié c'est le plus important, mais est-ce qu'à un moment donné, si on est folle amoureuse, est-ce qu'il faut pas sacrifier une histoire d'amitié pour une histoire d'amour? Est-ce qu'il faut sacrifier une histoire d'amour inversement pour une histoire d'amitié? C'est des vraies questions, et moi j'aime que mes personnages soient gris. Je donne pas de réponse, je donne de la matière à rire, qui soit pas manichéen. Oui. Donc je donne de la matière à rire. Oui. Gris, pas triste, dans le sens gris nuancé. Nuancé. Oui, c'est ça, oui. Et alors là, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, la relation père-fille, moi je pensais que vous étiez basé sur un témoignage. Et vous venez de me dire que, en fait, c'est votre expérience personnelle. Non, c'est pas mon expérience, parce que j'ai jamais été fâché avec mon père ni ma mère. Mais il y a des choses sur des non-dits. Vous avez puisé qu'on puise, voilà. Qu'on met très clairement. Parce que j'ai trouvé que c'était très bien vu, justement, pas manichéen, c'est-à-dire la réconciliation, elle se fait pas d'un coup, c'est vraiment, il y a plusieurs étapes, il y a même quelques mois après, etc. C'est sur la longueur. Et ça, c'était très bien vu. On essaye, on peut faire des ellipses aussi au théâtre. On n'est pas obligé, par exemple, moi je m'amuse à... Je sais plus comment vous faites pour dire plusieurs mois plus tard. J'ai cru que c'était plusieurs mois plus tard, mais je sais pas comment vous l'avez fait. Je l'ai même pas, je le fais sentir par un changement de saison, en fait. Ah oui. C'est-à-dire, on le comprend juste par les vêtements, on est d'une manière, on n'a pas besoin de se couvrir beaucoup, et tout d'un coup, on est quelques mois après, on voit que les tenues ont changé, et on comprend qu'on est à l'automne alors qu'on était au printemps, par exemple. Oui. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, la différence d'âge dans les couples vous intéresse. Pourquoi Elle m'intéresse parce que elle est statistiquement toujours avec un homme quasiment plus âgé qu'une femme, et que statistiquement, il est malheureusement, ça peut être beau, des histoires d'amour avec beaucoup de différences d'âge, mais ce sont les plus fragiles dans le temps.
Et on dit toujours que la différence d'âge idéale est de 4 ans. Enfin, on dit toujours, hein, les chercheurs ont dit était de 4 ans et 4 mois entre un homme et une femme. Donc, il y a une petite joke là-dessus. L'un des personnages qui cherche absolument à trouver quelqu'un qui a 4 ans et 4 mois d'écart avec elle. Mais vous avez fait les deux côtés. C'est-à-dire j'ai fait les deux côtés, c'est très important. La femme plus âgée. Moi, je voulais pas que ce soit d'un seul côté. J'ai mis une femme aussi avec un homme plus jeune. Une femme avec un homme beaucoup plus jeune, de 10 ans ou 15 ans de moins. Oui. Puis, il y a des paliers. Celle dont j'ai imaginé que j'avais vu l'amant. Oui. Il y a des paliers dans la différence d'âge. C'est sûr que 10 ans, ça peut être pas grand-chose. Quand vous commencez à être à 20, 25 ans, vous êtes à une génération d'écart. La vraie différence dans une différence d'âge, c'est est-ce que vous pouvez ou non être le père ou la mère de votre compagnon. Alors, cher Tristan, puisque vous êtes un homme de théâtre, si vous le permettez, je vais faire une toute petite parenthèse sur une pièce que j'ai vue et beaucoup aimée aussi à Avignon. Il s'agit d'un seul en scène intitulé Tais-toi. Alors non pas tais-toi, ne parle plus, mais tais-toi, tu es toi. Tais-toi, vous avez compris j'espère. C'est un seul en scène époustouflant écrit et joué par la comédienne Eva Rami. Magnifique comédienne. Ah, je suis contente que vous agréez. Sur un vécu qui semble autobiographique, la comédienne raconte comment elle est devenue comédienne, malgré le fait que tout le monde dans sa famille ait voulu la décourager, surtout son père. Elle joue donc seule sur scène toute une série de personnages. Sa mère, toujours la clope à la main, du genre très égocentrique. Le père, toujours en train de gueuler, de dénigrer sa fille. La grand-mère, pleine de tendresse et dotée d'un fort accent méridional. Ainsi que plusieurs autres personnages, les profs de théâtre, les metteurs en scène. Elle passe de l'un à l'autre avec une virtuosité folle. Je sais pas. Et il y a une grande émotion et une grande sincérité. La performance est à couper le souffle. On rit, on est ému. Et donc la comédienne Eva Rami a écrit elle-même son texte. Elle est mise en scène par Marc Ernotte. Et vite, pour les auditeurs, prenez un stylo. La pièce se jouera à Paris du 14 janvier au 4 avril au théâtre de la Huchette. Voilà. Alors, pour revenir à Tristan Petit-Girard, je voudrais vous dire qu'il est auteur et metteur en scène, mais il lui arrive aussi de mettre en scène des textes qui ne sont pas les siens. Alors, il a notamment mis en scène une pièce qui a eu un Molière, 4 Molière. Oh là 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 là. La machine de Turing. Alors, si vous pouvez nous en parler. C'est une jolie histoire parce que la machine de Turing, j'ai retrouvé Benoît Solès avec qui j'avais fait Rupture à domicile, et c'est Benoît qui a écrit le texte et qui il m'a fait lire la pièce en me disant voilà, est-ce que tu as envie, et on est parti sur cette histoire donc sur Alan Turing, cet homme qui a quasiment découvert l'ordinateur, qui a cassé la machine Enigma des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale en travaillant pour les services secrets britanniques, avec l'aide d'une équipe, mais il en est vraiment l'instigateur. Et voilà, on a créé ce spectacle à Avignon, qui a tout de suite eu un grand succès avignonnais. On a été repris à Paris, et c'est une très belle histoire. Ce qui vous a séduit d'abord dans le texte, c'est une histoire incroyable. Je connaissais Alan Turing, j'avais vu le film Imitation Game, et ce qui m'a séduit énormément, c'est l'humanité qu'a amené Benoît à ce personnage. Le film est très bien, mais il est plus technique, plus sur la lutte contre la machine. Et là, on a vraiment les problématiques de l'homme, la problématique de son homosexualité dans une Angleterre encore post-victorienne, on va dire. Et non, ça m'a vraiment plu, et je tiens à signaler aux auditeurs. Qui sont en exactement, Israël, qu'on va faire une tournée aussi là-bas, et qu'on sera le 30 septembre à Tel Aviv. Le 30 septembre à Tel Aviv, vous pourrez voir la machine en français, la machine de Turing, qui jouera où, vous ne savez pas? Je sais pas, mais bon, je vais y aller d'ailleurs, je vais faire le voyage. Ah, vous y alliez, je viens avec vous. Je vais y aller. Et la machine de Turing est en tournée dans toute la France et aussi à Paris. Il y a une double distribution. Donc voilà, elle est toujours à Paris au Théâtre Michel, pas très loin des locaux de la radio. Voilà. Alors la mise en scène, je suis curieuse de savoir, ça vous est venu facilement ces idées, les idées de mise en scène, ou c'était un peu compliqué? Non, ça a été très fluide, surtout on est à Avignon, on doit mettre en scène avec assez peu de décors. Ah oui, alors c'est difficile. Parce que il y a beaucoup d'alternance, et j'avais envie que ce soit dépouillé, de toute façon, parce qu'il y avait beaucoup de changements de lieu, beaucoup de changements de personnages. Donc non, ça a été un travail vraiment assez fluide. Ah oui. Donc, qui était un peu moins dépouillé quand c'est à Paris. À Paris, ça s'est joué au théâtre. Ça se joue au Théâtre Michel. Ça se joue toujours au Théâtre Michel. Vous dites, je pouvais dire jusqu'à quand? Au moins jusqu'en juin 2020. D'accord. Donc, voilà. Et donc, la mise en scène et le décor est aussi dépouillé. Oui, mais ça m'a pas empêché de gagner le Molière avec un décor dépouillé. Extraordinaire, vous voyez. Mais quand ça a du sens, c'est que c'est. Et voilà, oui. Oui, mais c'est une belle aventure. C'est une belle aventure et une belle histoire qu'on raconte, et une histoire nécessaire à raconter. Un message de tolérance à porter.
Alors, pour revenir au seul en scène, je serais curieuse de savoir, est-ce que en tant que comédien, qu'est-ce que vous pensez des seuls en scène? Est-ce que vous aimez les seuls en scène? Je serais curieuse de savoir. J'adore les seuls en scène, j'aime moins le stand-up. J'aime bien le stand-up, mais quand il est... Parce que ça manque de profondeur. Parce que ça manque de théâtralité, surtout. Qu'au bout d'un moment, quand vous vous adressez en permanence à quelqu'un sans incarner un personnage, ça me manque. Ça m'amuse 10 minutes, 15 minutes, mais à un moment donné, j'ai besoin d'une incarnation de personnage, mais c'est mon goût propre. Ah oui, oui, oui. Alors Tristan, comme auteur pour le théâtre, vous avez écrit 4 pièces. Révélation, Les planches de la discorde. Ah, il nous reste très peu de temps, je vais très vite. Rupture à domicile, Des plans sur la comète. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'écrire un roman? Non. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai besoin que ce que j'écris soit interprété. J'ai écrit des chansons, des scénarios, des pièces de théâtre. Peut-être un jour je viendrai au roman, mais moi j'aime bien que... L'entendre. J'aime bien que ça passe par le filtre d'un interprète. Ah oui. Et vos projets? Alors, j'ai plein de beaux projets, déjà des reprises des plans sur la comète cet été à Avignon, la création de l'adaptation d'un roman de Grégoire Delacour, l'auteur de La liste de mes envies, là ça s'appelle La femme qui ne vieillissait pas, qu'on va jouer au Buffon à Avignon avec Françoise Cadol. Ah oui, je connais ce livre. Voilà. La femme qui ne vieillissait pas. La femme qui ne vieillissait pas. Très joli texte. Et aussi un projet plus lointain, une pièce sur laquelle j'ai travaillé avec Patrick Rothman sur les relations entre Bousquet et Mitterrand, une pièce qui est assez polémique sur leur amitié. Voilà. Oui. Intéressant. Et quels sont vos écrivains fétiches? J'adore Sorge Chalandon, qui est un auteur majeur pour moi, qui est adapté d'ailleurs assez régulièrement au théâtre. J'aimerais bien travailler aussi sur cet auteur. C'est vraiment un auteur que je lis beaucoup actuellement. Est-ce qu'adolescent, il y a un livre qui a guidé votre vie? Oui. Les enfants du génie, la vie des enfants de Liszt, les enfants qu'il a vus avec Marie Dagou, qui est une biographie, et la vie de ces enfants-là m'a fasciné. Le destin, notamment Cosima Liszt, qui va devenir la femme de Wagner, qui va sombrer. Il faut savoir que c'est Cosima Wagner qui envoie à Hitler le papier pour qu'il puisse écrire Mein Kampf en prison. La fille de Liszt. Et donc c'était terrifiant pour moi d'être voilà. Ce qui m'étonne, c'est que vous écrivez des comédies alors que vous êtes attiré par les choses très... Je suis attiré partout, on peut être multiple. Vous êtes multiple alors. Vous ferez un jour une tragédie? Oui. Alors, bon, écoutez, moi j'avais plein d'autres questions, mais là il va falloir s'arrêter. C'est bientôt le moment de nous quitter. Je vous remercie, Tristan Petit-Gérard. J'ai été très très émue, très passionnée par tout ce que vous nous avez dit. C'est une très belle rencontre. Je recommande donc à nos auditeurs d'aller voir votre pièce, donc Des plans sur la comète. Ce sera à Avignon et la machine de Turing. Au Théâtre Michel et en Israël le 30 septembre. Et bon, merci petite... Là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tristan Petit-Gérard. Et je voulais vous demander d'où vient ce nom, mais ça sera pour une autre fois, parce qu'on n'a pas le temps et on parlera. J'espère que vous reviendrez nous exprimer à une autre fois. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures et de nouvelles rencontres.